Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle séance des rendez-vous de la géopolitique, nous allons nous consacrer à une thématique qui est au cœur des relations internationales, puisque nous allons nous interroger sur la présence et les actions d'un pays auprès de plusieurs États et continents, et que cette démarche est naturellement essentielle dans le cadre de l'analyse de la géopolitique. Alors nous avons choisi d'appréhender cette thématique à travers la Russie, pays que nous avons abordé naturellement à travers plusieurs séances des rendez-vous de la géopolitique, mais sur lequel nous nous n'étions plus concentrés depuis plusieurs semestres et depuis l'une de nos séances inaugurales consacrées à la Russie de Vladimir Poutine. Alors cela semble d'autant plus opportun qu'en octobre dernier s'est tenu le premier sommet Russie-Afrique. Alors qu'après la chute de l'URSS à la fin de la guerre froide, la Russie semblait devoir rester cantonnée à des actions internationales, limitée à ses sphères régionales les plus proches, la tenue de ce sommet paraît souligner le retour de la Russie en Afrique. De même, une présence toujours plus accrue au Proche et au Moyen-Orient, surtout depuis le début du XXIe siècle, semble renforcer ce retour de la Russie et de l'influence russe. Il convient donc de nous poser la question suivante. La Russie est-elle de retour en Afrique et au Proche et Moyen-Orient ? Bonjour Fabrice. Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous. Alors, Fabrice, si on souhaite mesurer l'évolution des activités russes et de l'influence de la Russie en Afrique et au Proche et Moyen-Orient, il convient peut-être d'aborder chacune de ces zones géographiques séparément, car les modalités et les raisons de la présence russe ne sont pas forcément identiques. Si on commence par essayer d'observer l'attitude de la Russie en Afrique, parce que le sommet évoqué est d'autant plus spectaculaire qu'il était, comme nous l'avons d'emblée souligné, le premier de ce type. Quelles sont les actions concrètes menées par la Russie et est-ce que le sommet a entériné des intentions nouvelles ? Alors, dans la question, la problématique telle qu'on se propose de la déployer ensemble, ce qui est très juste, c'est qu'effectivement, il faut quand même, ne serait-ce que par facilité d'appréhension, essayer de voir un petit peu les différentes zones géographiques l'une derrière l'autre et que c'est opportun de commencer par l'Afrique, car comme vous avez raison de le souligner, le sommet du 23 et 24 octobre dernier, 23 et 24 octobre 2019, a été particulièrement étonnant et a été très marquant pour l'ensemble des observateurs en géopolitique parce que c'était effectivement la première fois que la Russie organisait un sommet avec des États africains. Ça a eu lieu à Sotchi, sur la station balnéaire en mer Noire. Il y a déjà un certain nombre d'informations qu'il est peut-être intéressant de mettre en évidence avant que de voir si des actions concrètes ont été mises en place à l'occasion de ce sommet. Tout d'abord, ce qui est assez intéressant, outre le fait que donc c'était la première fois que la Russie organisait un sommet avec les États africains et qu'à partir de celui-ci, Vladimir Poutine a annoncé que ce serait récurrent puisque ce serait tous les 3 ans, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y avait 43 chefs d'État africains qui étaient présents et que, outre les 43 chefs d'État africains qui étaient présents, il y a une dizaine d'autres États africains qui étaient présents, soit par des vice-présidents, soit par des diplomates, soit par des ambassadeurs, ce qui consiste à souligner qu'en fait tous les pays africains étaient présents, ce qui est très important déjà Antoine, parce que ça veut dire que certains pays africains avec lesquels la Russie avait peu de contacts auparavant, notamment au XXe siècle, on peut citer par exemple la Côte d'Ivoire, ça veut dire que ces pays africains étaient présents, ce qui montre que ce sommet a eu un succès de ce point de vue-là. Il y a une deuxième chose qui est assez intéressante, c'est que, outre les modalités d'action concrète de la Russie sur le continent africain, on pense notamment à l'assistance militaire, on peut penser aussi à des logiques qui sont liées aux logiques énergétiques ou à l'industrie lourde, dans le cadre évidemment un petit peu de la Russie qui s'inscrivait dans l'Union soviétique du XXe siècle. Il y a beaucoup de produits russes qui étaient même mis en évidence. Je pense à des produits de consommation, et ça c'est déjà un peu plus décalé ou surprenant, des tramways, des chocolats ou des produits de consommation à usage classique, ce qui montre bien que là, la Russie a une volonté de sortir un petit peu de cette grille de lecture classique ou des produits classiques tels qu'on lui accorde. Alors ce qui est intéressant pour répondre à votre question, c'est que dans les quelques mois qui ont suivi, si on cherche à essayer d'observer les logiques avec un peu de recul, on est bien obligé de constater que pour l'instant, il n'y a pas eu d'effet immédiat et que les résultats semblent s'inscrire toujours dans les logiques telles qu'elles sont en place depuis une dizaine d'années. Et là, pour bien comprendre la situation, il faut rappeler quels sont ces résultats depuis une dizaine d'années. Les chiffres en 2018 à cet égard sont assez révélateurs, puisque les échanges commerciaux entre la Russie et le continent africain
à peu près sont de 20 milliards de dollars. C'est assez important, mais ça reste quand même très limité par rapport aux échanges entre la France et les pays africains, pratiquement 51 milliards. Donc on voit bien que c'est plus du double. Et surtout de la Chine, nouvel arrivant, qui avec 203 milliards, on le voit bien, fait pratiquement 10 fois en termes d'échanges commerciaux les résultats que la Russie fait pour l'instant. Par contre, il y a un certain nombre de points positifs qu'il faut souligner, parce que sinon je pense qu'on serait sur une grille de lecture trop limitée ou trop sévère. D'abord, les échanges commerciaux, notamment depuis la deuxième décennie du XXIe siècle, les échanges commerciaux entre la Russie et l'Afrique ont eu tendance à se multiplier par 4. Ça, c'est le premier point. Ces échanges commerciaux ont eu tendance à se diffuser davantage. Jusqu'à présent, la Russie avait des partenariats très prononcés avec certains pays en Afrique du Nord et quelques pays en Afrique subsaharienne. D'ailleurs, c'est vrai qu'on oublie de reconnaître que jusqu'à présent, Vladimir Poutine a fait peu de voyages en Afrique subsaharienne. Il s'est contenté d'en faire 3, et les 3 en Afrique du Sud. Mais que les échanges ont tendance à se développer davantage avec de nouveaux partenaires. Et puis surtout, ce qui me paraît important à souligner, Antoine, c'est que la Russie peut jouer sur un certain nombre de dynamiques, de ressorts ou de motivations qui vont peut-être la servir dans sa volonté que d'être davantage présente en Afrique. Je pense notamment à un ressort idéologique assez évident. La Russie peut facilement mettre en avant le fait qu'elle n'est pas un ancien pays colonial ou un ancien pays colonisateur. Et ça, les pays africains y sont évidemment très sensibles, c'est légitime. Et que d'ailleurs, dans la continuité de l'Union soviétique, elle était même plutôt dans un rôle d'émancipation ou de volonté d'indépendance, puisqu'on était dans le cadre de la guerre froide. Donc ça, c'est une première dynamique qui me paraît très importante. Il y a une deuxième dynamique qui n'est pas inintéressante, c'est qu'aujourd'hui, les Russes mettent bien en avant le fait qu'ils veulent respecter la souveraineté et la marge de manœuvre des États africains et qu'ils n'ont pas un souci d'ingérence. Là, ça nécessite de s'expliquer davantage. Souvent, les États occidentaux aujourd'hui, quand ils cherchent à mettre en place des partenariats, n'hésitent pas à rappeler aussi un certain nombre de logiques qui seraient inhérentes aux droits de l'homme, aux logiques du droit international. Or, les Russes jouent beaucoup avec cette situation, parce que d'abord, ils soulignent le paradoxe que d'avoir des États occidentaux qui avant étaient d'anciennes puissances coloniales et qui aujourd'hui se piquent d'être plus proches des droits de l'homme. Donc on voit bien que les Russes, insistent sur ce paradoxe et qu'en réalité, eux insistent sur le fait qu'ils n'ont pas du tout l'intention d'infléchir la situation politique des États africains, mais juste de mettre en place des échanges commerciaux bilatéraux. Et le terme de bilatéral est assez important. Et puis il y a une troisième dynamique qui me paraît prépondérante, c'est que la Chine a une augmentation à la fois très rapide et très importante de sa présence, et que certains chefs d'État africains et certains peuples africains commencent quand même à être très très inquiets de la prépondérance que la Chine est en train d'acquérir et surtout de la dépendance qu'un surendettement pourrait menacer que l'Afrique ait par rapport à la Chine. De ce point de vue-là, on voit bien qu'il y a 3 ressorts sur lesquels les Russes peuvent jouer pour qu'il y ait une dynamique supplémentaire qui se mette en place. Et on voit bien d'ailleurs que, outre les logiques économiques, il y a déjà clairement des logiques politiques, pour ne pas dire géopolitiques, qui sont en train d'apparaître dans la démarche de la Russie. Très bien Fabrice, mais au-delà des actions concrètes, ce qui paraît primordial dans le cadre de notre problématique, ce serait quand même d'essayer de dégager quels pourraient être les objectifs de la Russie à court et à long terme. À cet égard, la remise en perspective historique de l'action russe sur le continent africain peut certainement nous fournir certaines indications. Oui, alors c'est vrai que pour ceux qui nous font l'amitié de nous suivre sur plusieurs séances des rendez-vous de la géopolitique, on sait bien qu'on a l'habitude de souvent mettre en place ce qu'on appelle la logique de l'histoire appliquée au présent pour essayer d'anticiper l'avenir dans une démarche de prospective. Mais là, en l'occurrence, Antoine, peut-être que paradoxalement, ça va être moins intéressant que d'habitude et ça va être moins un secours que d'habitude, parce que c'est vrai que dans le titre, on parle du retour de la Russie, mais il faut quand même bien remarquer que la Russie n'était pas si présente que ça, même au XXIe siècle et même au moment de la guerre froide, on va en dire un mot, et que peut-être, plus qu'un retour, c'est un développement presque un peu nouveau qui va peut-être correspondre à une dynamique nouvelle. Je crois que pour se convaincre de ce qu'on est en train de dire, il faut prendre un ouvrage qui commence un petit peu à dater maintenant, mais qui était très intéressant à l'époque, un ouvrage d'une grande spécialiste de l'Union soviétique au XXe siècle, qui est Hélène Carrère-Dancos, de l'Académie française, et un ouvrage qui s'appelait Ni paix ni guerre, dans lequel on voyait bien que dans les années 70, notamment sous l'égide de l'autorité de Léonid Brejnev, pour la première fois, la Russie sortait un petit peu
de son environnement classique, c'est-à-dire soit l'Europe, soit le sud-est asiatique, pour commencer à rentrer dans les logiques du continent africain. Mais Hélène Carrère d'Encausse, dans son premier chapitre, page 17 de cette édition de 1986, dit elle-même qu'en fait, à la fois pour des raisons historiques de l'Empire russe et pour des logiques liées au marxisme et à la volonté de créer des révolutions dans des pays industrialisés, finalement, l'approche de la Russie et de l'URSS restait assez épisodique par rapport à l'Afrique. Donc en fait, là, en l'occurrence, sur ce point-là en particulier, c'est pas tant que ça l'histoire qui peut expliquer la présence de la Russie à l'heure actuelle. On serait plutôt confronté à la volonté de la Russie peut-être de résoudre des problèmes géopolitiques nouveaux ou de résoudre des problèmes géopolitiques anciens par l'intermédiaire d'approches qui seraient nouvelles. Là, à mon sens, il y a deux aspects qui me paraissent assez importants à souligner. Tout d'abord, en fait, la Russie cherche de nouveaux partenaires commerciaux. Ça, c'est très très clair, Antoine. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est qu'en fait, cette démarche n'a pas en fait débuté avec le sommet de Sochi du 23 et 24 octobre qu'on a cité précédemment, mais elle a commencé dès 2014, beaucoup de spécialistes s'accordent à le dire, et cette année, Antoine, de 2014 est clé, parce que si on remet les choses en perspective, c'est l'année où la Russie a repris la Crimée, et c'est l'année où les Occidentaux ont commencé à mettre des sanctions économiques sur la Russie. Donc la Russie s'est trouvée dans l'obligation, finalement, d'essayer que de diversifier ses contacts et ses ressources, puisqu'elle était finalement soumise à une sorte de coercition économique de la part des Occidentaux. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît important. Et là, la remise en perspective, la date de 2014 des événements en Crimée, me semble particulièrement intéressant de ce point de vue. Mais il y a une deuxième logique, Antoine. La deuxième logique, c'est que, en fait, on se rend bien compte que les Russes aussi sont très inquiets, et ça, c'est un aspect économique, de la présence accrue de la Chine. Et là, je m'arrête un instant parce que souvent en Occident, c'est un point qui est totalement sous-estimé. On insiste souvent sur le fait que Vladimir Poutine, notamment depuis une décennie, après avoir hésité sur le positionnement face à l'Occident, parce qu'on oublie trop que dans la première décennie du XXIe siècle, Poutine a hésité entre plutôt une alliance ou plutôt une opposition avec les Occidentaux. Mais ça, c'est un autre sujet. En fait, Poutine, on dit souvent, il intervient en Afrique, et puis tout à l'heure, on va l'évoquer sur le Proche et au Moyen-Orient, dans sa volonté de remettre en cause les Occidentaux ou d'essayer de rentrer en compétition avec eux. Mais là, en fait, c'est une grille de lecture occidentale. Et les Occidentaux oublient trop la très grande montée en puissance de la Chine. Or, Vladimir Poutine apprécie l'alliance chinoise dans certaines circonstances, mais le rapport entre la Chine et la Russie, comme toutes les alliances en géopolitique, Antoine, je crois qu'on est bien obligé d'y convenir, sont pétris à la fois de confiance, mais de méfiance. Et les Russes commencent à être forcément inquiets d'une présence chinoise qui est aussi importante sur le continent africain. Donc la deuxième raison qui fait que les Russes cherchent aussi à revenir ou à s'implanter davantage en Afrique, c'est le fait qu'ils ne veulent pas laisser la Chine seule sur le continent africain. Et c'est d'autant plus important à souligner qu'en réalité, les Américains brillent par leur absence, si vous me permettez cette formule, et que les Russes sont bien obligés d'essayer d'intervenir. Là aussi, on voit bien qu'il y a une grille de lecture géopolitique. Et quelque part, ce qui est intéressant, c'est qu'elle renforce notre première analyse, à savoir que la Russie se présente presque un peu comme une troisième voie. Les Américains n'étant pas là, les Chinois s'installant davantage, les Occidentaux ayant été un peu déconsidérés par le colonialisme, finalement la Russie se présente comme une troisième voie qui permettrait aux États africains d'avoir un partenariat sans avoir trop de coercition politique. D'accord, merci Fabrice donc, pour le continent africain, mais il est également intéressant de considérer le Proche et le Moyen-Orient, hein, qui sont des sphères géographiques dans lesquelles l'intérêt de la Russie et les actions déployées sont probablement plus traditionnels. Alors là aussi, il paraît très important de nous efforcer de dégager les raisons de la présence russe, d'autant plus que celles-ci ne sont pas forcément identiques avec celles que nous avons pu mettre en évidence en ce qui concerne le continent africain. Oui, alors c'est vrai que spontanément, on pourrait penser qu'on a affaire à des logiques qui sont différentes. Spontanément, pourquoi? Parce que d'abord, manifestement, Antoine, on a affaire à des zones géographiques qui sont différentes. Donc ça peut nous laisser à conclure que les logiques devraient être aussi différentes. On a aussi une deuxième logique historique qui pourrait nous amener à considérer que là aussi, on devrait être sur des logiques différentes, puisque, comme on a cherché à le souligner un petit peu précédemment,
l'URSS au XXe siècle, puis la Russie dans le début du XXIe siècle, était quand même plus présente au Proche, au Moyen-Orient qu'en Afrique. Et donc, on pourrait s'attendre spontanément à des logiques différentes. En réalité, si on s'efforce d'être assez objectif, Antoine, et si on essaye d'y porter un regard avec le plus de concentration possible, si vous me permettez ce terme, il apparaît qu'il y a deux dynamiques majeures qui expliquent l'implantation, le retour de Vladimir Poutine et de la Russie au Proche et au Moyen-Orient, et ces deux raisons identiques à celles qu'on a retrouvées sur l'Afrique. C'est-à-dire que là, on se retrouvait plutôt dans des logiques similaires, plutôt que dans des logiques opposées à laquelle on aurait pu spontanément s'attendre. Quelles sont ces deux dynamiques ? D'abord, on se retrouve dans une volonté clairement affichée de mettre en place des accords commerciaux. De ce point de vue-là, je trouve que c'est assez intéressant, si vous m'y autorisez Antoine, parce qu'à chaque fois qu'on évoque la Russie au Proche et au Moyen-Orient, c'est presque un peu caricatural. C'est pas faux, on va y revenir, mais on pense spontanément à un exemple, c'est bien sûr l'intervention des Russes en Syrie, et notamment l'intervention militaire des Russes. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tropisme à travers lequel on envisage la présence russe au Proche et au Moyen-Orient qu'à travers des mercenaires russes, un soutien aérien russe ou l'armement russe. Or, ce n'est pas totalement exact. Si on regarde bien, notamment l'actualité récente, ou relativement proche, ce qu'on remarque, c'est que la Russie s'efforce de plus en plus, là aussi, de nouer des partenariats. Et il y a un exemple qui est assez intéressant, me semble-t-il, c'est le voyage qu'a fait Vladimir Poutine durant l'automne 2019, donc on voit bien que c'est quand même assez récent, à la fois aux Émirats, à Abu Dhabi, et en Arabie Saoudite. Parce que Vladimir Poutine, quand il s'est déplacé à Abu Dhabi, sur son voyage, on considère qu'il y a des accords commerciaux qui ont été mis en place, des accords commerciaux qui s'étendent sur plus d'1 milliard de dollars quand même, Antoine, donc c'est quand même relativement considérable. Et ce qui est assez intéressant, indépendamment d'ailleurs du chiffre, c'est que la délégation russe a été reçue dans un faste vraiment très ostentatoire et très marqué, ce qui prouve, c'est loin d'être anecdotique, l'attachement que les Émirats arabes avaient sur la réception de la Russie et l'importance qu'ils accordaient à ça. De même, on constate qu'en Arabie Saoudite, il y a des accords qui ont été mis en place et qui compteraient sur plusieurs milliards de dollars. Alors évidemment, il faut quand même faire attention parce que, notamment, les Russes sont quand même des gens qui, on l'avait évoqué dans notre séance précédente, que vous aviez souligné dans l'introduction sur la Russie et Vladimir Poutine, les Russes sont quand même des gens qui connaissent particulièrement bien la diplomatie et les relations internationales depuis plusieurs siècles, et on voit bien qu'ils peuvent à la fois exercer des alliances ou des rapprochements, tout en parfois exerçant un peu des pressions. Quand on est sur des logiques du pétrole, notamment sur des partenariats pétroliers, entre l'Arabie Saoudite et la Russie, il y a à la fois des démarches qui peuvent être dans des logiques d'alliance, et puis là aussi, il y a des démarches qui s'inscrivent plus dans de la méfiance ou dans de la défense d'intérêts qui ne sont pas forcément similaires d'ailleurs. On pense notamment sur la fixation des prix du baril du pétrole. Donc en fait, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on est dans des démarches commerciales, mais elles vont nous permettre en guise de transition, Antoine, de nous ramener à des réalités politiques, parce que lors de ces sommets, tant en Arabie Saoudite que dans les Émirats arabes, on interroge Vladimir Poutine ou les Russes sur quelles vont être leurs intentions, par exemple, au Proche-Orient et en Syrie. Donc on voit bien que là, la Russie recommence à devenir un interlocuteur incontournable de la géopolitique dans la région. Et là aussi, on s'inscrit dans une logique telle qu'on cherchait à la mettre en place précédemment. J'ai l'habitude de dire en cours, Antoine, auprès de nos étudiants, moi c'est ce que j'appelle après la stratégie miroir, si vous me permettez ça. Les Russes ont magnifiquement bien joué avec l'opportunité que leur ont donné les Américains, et qui sont partis, d'ailleurs sous la présidence de Barack Obama, car les Russes en fait sont allés en Syrie en disant, puisque la grande puissance qui se prétend en tant que telle être la plus grande puissance au monde s'en va, il faut bien que quelqu'un gère la situation, et nous les Russes, en venant en Syrie, non seulement on montre que personne d'autre ne peut le faire que nous, mais qu'on est au moins d'un niveau d'intervention identique à celui des États-Unis. Donc en fait, c'est assez intéressant parce que là, Poutine fait coup double, si vous me permettez cette expression. Il relativise la puissance américaine et il rehausse complètement la puissance russe, ce qui montre bien qu'on est à la fois, tel qu'on l'avait singularisé en Afrique, sur une démarche qui se veut commerciale, mais qui est bien sûr liée à des logiques géopolitiques. D'accord, mais alors la question qu'il conviendrait de se poser d'ailleurs en guise d'ailleurs de prospective, c'est
Est-ce que cette démarche de la Russie s'inscrit dans le long terme? Est-ce qu'il faut la considérer comme structurelle et structurante dans les relations internationales du XXIe siècle? Ou est-ce qu'elle reste contingentée de manière conjoncturelle à la présidence de Vladimir Poutine, à la présidence de la Russie? Antoine, finalement, la question telle que vous la posez, me semble-t-il, est très importante non seulement pour répondre à la problématique telle que nous proposions de la mettre en place, mais peut-être aussi va-t-elle nous permettre d'élargir davantage les perspectives. Je crois que pour pouvoir y répondre, il est nécessaire de s'inscrire dans deux dynamiques ou deux grilles de lecture. Une dynamique ou une grille de lecture un peu plus large d'un point de vue géographique, et puis une dynamique ou une grille de lecture historique pour comprendre quelles seraient les intentions russes, et ça nous permet de revenir sur l'une des questions initiales telles que vous les avez posées. Si on observe ce que est en train de faire la Russie depuis à peu près quelques années, il y a une chose qui est assez palpable pour tout observateur assez attentif, c'est que non seulement la Russie est en train de s'engager dans cette dynamique en Afrique et au Proche et au Moyen-Orient, mais elle est loin de se contenter d'un certain nombre d'événements ponctuels ou même de se limiter de façon circonscrite à certaines zones. Je m'explique. Il y a certains aspects qu'on n'a pas encore évoqués, qu'on ne pourra que souligner légèrement, mais par exemple, on voit bien le rôle que la Russie est en train de jouer dans les négociations sur la Libye. Plus intéressant, me semble-t-il, ce qui est assez incroyable ou paradoxal quand on connaît l'histoire, c'est le rôle que la Russie prétend jouer maintenant dans les négociations sur la stabilisation de l'Afghanistan. Et là, c'est quand même un exemple qui est particulièrement révélateur, puisque je demande à nos auditeurs de rappeler que, bien sûr, la première guerre en Afghanistan était contre les Soviétiques, de décembre 1979 à 1988, et que ce n'est pas peu paradoxal que de retrouver la Russie interlocuteur privilégié, qui, de par les difficultés américaines maintenant depuis pratiquement une vingtaine d'années, peut se targuer d'être à la fois un pays connaisseur du terrain et un pays qui pourrait permettre une transition ou une évolution de la situation. Donc on voit bien en fait que d'un point de vue géographique, c'est beaucoup plus large que ça. Ensuite, d'un point de vue historique, Antoine, là je pense que cette dynamique-là est encore beaucoup plus importante parce qu'elle va clairement mettre en évidence quels sont les vrais objectifs de la Russie. Et on peut d'ores et déjà dire qu'à mon sens, ils vont dépasser l'Afrique ou le Proche ou le Moyen-Orient. Parce qu'en fait, ces perspectives historiques, quelles sont-elles? Il faut rappeler, à la chute du mur le 9 novembre 1989, avec la disparition de l'Union soviétique, le discours de la démission de Mikhail Gorbatchev, 25 décembre 1991, est considéré comme la date clé, ou en tout cas illustratrice, de cette chute de l'Union soviétique. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant une décennie, la Russie s'est trouvée pratiquement, en retrait des relations internationales. Et la présidence d'ailleurs de Boris Eltsine était assez importante de ce point de vue-là, puisqu'on rappelle que pendant cette décennie, non seulement la Russie a connu de très très graves difficultés économiques, et j'aimerais insister sur ce point, Antoine, si vous me permettez, parce que je crois pouvoir dire que le peuple russe s'est senti abandonné, et abandonné par les Occidentaux, parce qu'il faut rappeler à l'époque, ça c'est quelque chose qu'on rappelle peu souvent, qu'à l'issue de la guerre froide, beaucoup d'États occidentaux avaient promis d'accompagner la restructuration de l'économie et la libération de l'économie russe. Or, ça s'est fait de façon peu importante, en tout cas pas aussi importante que ce à quoi les Russes s'attendaient. Donc il y a eu de grandes difficultés économiques, et puis il y a eu aussi, moi je crois qu'on peut le dire, indépendamment de ce sentiment d'abandon, et c'est important l'émotion, Antoine, en géopolitique. On avait eu l'occasion de faire une séance des rendez-vous de la géopolitique. J'invite ceux que ça pourrait intéresser à aller la voir précédemment. Mais non seulement il y a eu un sentiment d'abandon, mais je crois qu'à ce sentiment d'abandon, vous pouvez conjuguer le sentiment d'humiliation. Et là, il y a un événement clé, c'est la guerre civile de Yougoslavie au début des années 90, dans laquelle en fait l'URSS, redevenue Russie, a tellement été faible qu'elle n'a pas pu agir ou interagir, notamment pour venir à l'aide de ses alliés traditionnels, qu'était la Serbie. Je pense que ça a été très 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 mal vécu en Russie et que ça explique en très grande partie non seulement, comme on s'en était expliqué, le soutien d'une grande majorité du peuple russe envers Vladimir Poutine. On l'avait bien mis en exergue sur la séance, une de nos séances inaugurales, la Russie Vladimir Poutine, mais aussi sur la démarche de la Russie à l'heure actuelle. En guise de conclusion, Antoine, si vous me permettez de m'efforcer de répondre à notre problématique, je crois que beaucoup plus que juste en Afrique ou au Proche ou au Moyen-Orient, ce qui est déjà très important, la Russie est en retour en géopolitique. La Russie, depuis une dizaine d'années, le montre bien, de façon toujours plus croissante, de façon
plus en plus importante, notamment dans la deuxième décennie du XXIe siècle, la Russie est redevenue un acteur incontournable de la géopolitique. C'est en géopolitique que la Russie est de retour et elle en met non seulement les moyens et la stratégie, mais une détermination sans faille. La Russie, en 2020, est redevenue un acteur incontournable en géopolitique, Antoine. Merci Fabrice. Merci à vous. Je vous propose de terminer cette séance sur ces propos. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.